Librairie à Stendhal, les rencontres de la librairie française de Rome. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram. Merci d'être venu pour le lancement du nouveau livre de Mathieu Mével. J'étais un roi mage nébuleux. On va revenir après peut-être sur le titre, ton intention d'écriture. Moi, je propose qu'on commence tout de suite par une lecture pour rentrer dans le texte, pour après avoir un dialogue avec lui sur le texte en question. Alors avant que j'oublie, Marie-Ève, je te remercie tout de suite pour ton accueil dans la librairie Stendhal. C'est le genre de choses que je peux oublier. Et puis je salue, comme vous le savez, j'habite à Rome depuis 12 ans, donc je connais un certain nombre d'amis. Je vois au fond de la salle mes filles, leur grand-père. Et je vous avoue, j'avais un tout petit peu peur de présenter le livre ici, puisque on est en Italie, il y a aussi des élèves de théâtre et des Italiens. Et c'est un livre plutôt de poésie. Et donc je l'ai présenté il y a 15 jours à Paris. Et je me disais, mais à Rome, comment ils vont recevoir ces phrases un peu étranges? Bon, donc je crois qu'il faut que j'en dise pas plus. Et je commence avec une lecture et puis je vous raconterai un peu la genèse et la fabrication de ce livre. Par ailleurs, bon, c'est le hasard de la vie de l'écriture. C'est mon 5e livre et il a été écrit il y a 5-6 ans. Donc il est assez vieux pour moi dans son écriture et complètement nouveau puisqu'il est sorti en décembre 2018. J'étais un roi mage nébuleux. Elle était une vague qui s'éclaire dans le peu. On s'ouvrait toujours pour nous. Avec elle, je faisais des rêves d'argent et de vin. Je buvais pour oublier toutes les âneries qu'elle pouvait avoir dans la bouche. Ivre souvent, j'affectais l'insouciance. J'ai aimé 3 femmes. Mon malheur fut de les avoir aimées en même temps. Elle est arrivée dans ma vie comme une habituée, une femme de mes lectures. Je me suis épris d'elle au point de lui écrire. J'empruntais des formules au vent, mes paroles s'envolaient. Voir une femme si belle m'étonnait et me rendait chat. Je ne voulais pas tant être aimé que caressé, renaître sans m'exiler de son cœur. Elle avait ce petit air triste et absent de la jeune fille à qui il manque une main. Un jour, elle me tendit son regard. Je vis passer l'éternité. Autour de nous, on continuait à parler avec ce fredonnement qui ressemblait à mes prières d'enfant. Voyageur, je me perdis sur son corps d'une grandeur démesurée. Je voltigeais au-dessus des nuages. Au milieu des ailes et des toits, je pouvais enfin la contempler. Elle ressemblait à l'ange de mes cris. Mes yeux prenaient les traits d'un lieu. 2e paragraphe. La mariée était si belle, j'eus l'idée de la faire couper. Je compris ma faute en entendant le bruit de la scie. C'était l'été, il faisait bon. Dans un jardin suspendu, une robe riait à gorge déployée. Le verger prit soudain les manières de la dame, je l'embrassai dans les bosquets, elle se coucha dans les orties. Sa main me fit signe de pénétrer dans le mystère. Je descendis sans guide dans le joyeux trou. Le peuple de la montagne vivait là, fidèle, stable, loyal, pacifiquement, des aveugles avaient envahi l'ignorance. Dans le noir, ils ne parlaient que de désir. Je fus projeté sur une terre de jeunes filles, elles étaient belles, gracieuses, roses. Je voulais rendre mes sentiments au milieu de ces cons. Je me mis au travail comme un athlète. Les aveugles me saluaient en gémissant. L'un d'eux me prit par la taille. « Est-ce vrai qu'il y a un Dieu de la vue ?» Peinte sous les traits d'un cortège de fleurs, combien de fois ai-je rêvé de celle que j'aimais, mais les fous se plaisaient à en déchirer la photographie. 3.
J'ai perdu brutalement la faculté de penser de façon cohérente. J'étais électrique, quelque chose de comique. La vie des soldats m'avait cueilli. Je murmurais dans une sorte d'extase. Je veille sur vous. J'avais perdu le goût des liaisons, plus rien ne se laissait fixer. Tout était liquide. Aucune pensée ne pouvait me calmer, on m'étendit sur de grandes fleurs rouges. Mon âme était molle, mon corps souffrait de convulsions qui me trouaient les côtes. Le langage s'offrait à vif, les phrases ne me voulaient pas de mal, mais elles avaient pris toute la place dans mon cerveau, elles me conduisaient au cœur de la paix. Je m'écoulais dans une eau plus ingénue que la langue commune. Je ne parlais plus pour nommer les choses, je parlais pour les éloigner de la tristesse de leur nom. La terre est un paysage de trous où des noms chantent pour nous. Bosquet, Le Courbe, Lavoir, Bleu, Jeu de Paume. Les noms sont des images de lieux que nous avons aimés jadis. Dis mon cochon, c'était mon père, déguisé en colonel. Il était pâle, poudré précisément. Où est mon costume de peuple? Ma réponse resta obscure. Autant demander à une fleur son nom. Père était un homme bon. Quel bonheur d'aimer autour de nous, je veux changer la vie. Il jouait être une jeune fille, il avait changé de coiffure. Je prie pour les hommes et les femmes qui sont en toi. Père, j'aime l'histoire et les phrases, je veux écrire des livres d'un style nouveau. Le nouveau ne cite les détails qu'il a empruntés que pour jouer avec les choses mortes. Comment croire les mots d'aujourd'hui? Il fête le sacré en se suicidant. Il est vrai que les mots fêtent le sacré en se suicidant. Nous parlons dans la langue morte des médias, mais une vie nouvelle succédera à ce désespoir. Mon idée l'emmena dans les lointains. On ne parle pas pour échanger des informations, l'opacité fait voir davantage. Tu en as parlé à ta mère, elle n'entend plus rien, elle aura certainement une idée. Père, un mouvement s'est fait en moi, l'homme d'aujourd'hui parle sans douter, il ne se fie qu'à 1 et 1 font 2, il a toute ignorance du multiple, il ne cesse d'enfermer la vie, je veux essayer de ne plus savoir pour retrouver les moments d'ouverture de la langue. J'ai le sang vert de la négligence, je me sens capable, la joie de parler en dessous des événements est la plus belle. Il m'interrompit. La bonté a disparu du monde, voilà ce que tu dois dire. Père, mon choix est fait. Les mots ordre et affaire sont des mots de découragement, des mots cloués comme un âge. Je veux inventer des phrases éloquentes contre ces années de désenchantement. Révolution a été jeune, Père avait ses humeurs, il délirait sur la fin du monde. Ses mots de grande taille portaient un enfant de couleur vive. Elle est bien, bel et bien morte la croyante, jamais nuit ne fut pluie noire pour l'intelligence. Les hommes ont abandonné la vie plutôt que de résister au démantèlement des formes de vie. Le monde advient dans sa propre destruction. Tu dois écrire contre la langue morte qui nous entoure. Tu diras un mot du soleil, on est les premiers à savoir que ça va finir. Nous marchions près du Louvre. Un spectacle inouï nous attendait à travers les nuages. La lune jaillissait dans les étoiles. La lumière chantait sa propre fin. Je contemplais la beauté de l'agencement. Lune, Louvre, étoile. Malgré la fatigue du soir, nous allions légers et joyeux. La fin du monde, ce sera chaud, sale, plein, pollué. Père était en forme. Je pensais à Lautréamont et Napoléon. Je hais les musées et les eaux. Au Louvre, je préfère regarder le ciel par les fenêtres. De vagues espoirs de paix séparaient encore le vrai du faux. Alors, comment je peux définir ce livre dont le format est petit et dont certains de mes amis disent ton petit livre, mais que moi je continue à aimer beaucoup. Vous avez vu la deuxième partie que j'ai lue avec ce père qui n'est pas le mien, mais ce personnage que j'appelle père est un peu plus simple, mais le livre
est divisé en 2 parties. Une première et une seconde partie. Et ensuite, les parties sont divisées en paragraphes. C'est un travail poétique que j'avais écrit du théâtre. Et puis c'est un travail poétique que j'ai commencé quand je suis arrivé vivre en Italie. Je dis poétique, mais en réalité c'est un travail linguistique. Ce texte est construit d'une certaine façon qui m'intéressait beaucoup. Vous savez peut-être que les derniers grands poètes, comme les derniers grands philosophes en France, sont morts dans les années 80. Jacotet, Foucault, Deleuze. Si bien que définir ce qu'était la poésie dans les années 90, c'est-à-dire quand j'ai eu 20 ans, était bien compliqué. Il y avait des petits éditeurs, des propositions très différentes, d'autant plus que la poésie, à l'issue de toutes les innovations et les tentatives des années 60, était plutôt dans une fragmentation de la langue, découper la langue, la tordre. Et évidemment, je m'intéressais beaucoup à la fragment, aux citations. Je vais revenir sur le mot au copier-coller, puisque ce texte est écrit sur les ruines de textes précédents. C'est-à-dire que au moment où on a commencé à faire circuler des files, des choses, je récupérais des textes sur ordinateur, et puis dans la suite du travail des surréalistes, des cut-up de William Burroughs, l'américain, de ce que Arno Schmidt, un écrivain allemand, qui est un peu le pendant de Thomas Mann, mais en beaucoup plus expérimental, appelle des jeux de pensée étendus. Bon, je vais pas c'est un peu technique là ce que je fais. Je m'amuse à mettre un texte un texte donc qui existe et à le détruire complètement. J'ai des drôles de jeux, mais donc du coup je le détruis par ordinateur en faisant des associations entre une syllabe et une autre. Si bien que j'ai appelé ce texte une autobiographie sans souvenir. C'est-à-dire que le texte ne part pas de moi au départ. C'est pas moi qui raconte des choses de Rome ou de Paris, puisqu'il y a Rome, il y a Paris, il y a un père, il y a une femme, il y a d'autres femmes, il y a un chat, il y a plein de personnages, disons. Mais je ne pars pas du tout de souvenirs ou de choses qui me seraient arrivées à moi. Au contraire, je pars de quelque chose de très technique et de très linguistique, comme un jeu. Alors ensuite, on a des phrases, je vous lirai la fin, puisque à la fin, il y a le procès du protagoniste, du personnage. Et lors de son procès, il lui est reproché de vivre dans une espèce de souveraineté. Je reviendrai peut-être sur le titre. J'étais un roi mage nébuleux, comme quelqu'un qui sacrerait son existence, même quand il est dans quelque chose d'étrange, parce que là, il y a quand même une espèce de... Je pensais toujours que ce texte était comique, mais il est aussi assez mélancolique. En le relisant pour vous en parler, il est drôle, mais bon. Et donc, du coup, je termine rapidement sur cet aspect très concret de l'écriture. Rien ne vient de souvenirs ou tout est construit linguistiquement. C'est pour ça que moi j'appelle ça de la poésie. Après, et je vous avais apporté une citation de Francis Ponge, mais c'est pas si intéressant de la citer. Si vous voulez, la poésie est souvent découpée, et je trouve que même politiquement, on vit dans un monde qui est tellement découpé maintenant, tellement fragmenté, qu'il m'a semblé que qu'un travail possible poétique ne consistait plus à casser ce qui était là, mais à repartir à partir de ce qui était cassé. C'est-à-dire que le texte est donc complètement découpé, donc j'ai des phrases très bizarres. Il y en a certaines qui me plaisent pas, qui sont pas bien. Bon, je les enlève. Il y en a d'autres qui m'inspirent, donc je rajoute des choses. Par exemple, à un moment, je dis les noms sont je sais plus, des choses que nous avons aimées jadis. Les mots sont des noms que nous avons aimés jadis. Bon, cette phrase est née, je sais pas comment, mais ensuite il y a des rues que j'ai très bien connues.
Et donc, si vous voulez, il y a une construction comme ça complètement impersonnelle. Et puis après, je reviens. Si bien que ça dessine une espèce d'autobiographie, des phrases qui me plaisent, mais qui racontent pas ma propre existence. Voilà comment je pourrais dire. Donc il est séparé en deux parties, puisque la première partie a été construite à partir de Nerval, et la deuxième partie à partir de Mallarmé. Vous l'avez peut-être pas très bien compris, mais c'est séparé en 1, 2, 3. En fait, ça donne des espèces d'unités sémantiques, des unités de sens. Donc au début, il y a un personnage qui dit qu'il est tombé amoureux d'une femme. Bon. Ensuite, il a une discussion avec son père. Bon, voilà, il y a des. Mais si vous voulez, comme vous avez compris comment c'est construit, au départ, il n'y a pas de sens du tout. C'est des espèces de phrases qui se baladent comme des fragments éparses. Et puis ensuite, je fais revenir du sens. Il y a des phrases donc dans ce livre qui me plaisent beaucoup, que j'ai gardées pour ça. Il y a des phrases qui m'ont inspiré. Il y a des phrases, je dois l'avouer, qui me font un peu honte. Parfois, je les garde comme ça parce qu'elles me gênent, mais elles me perturbent. Et puis, donc, ça dessine un paragraphe avec une vague chose qui se passe sur le paragraphe. Donc, je crée des espèces d'accidents, c'est comme ça que je pourrais les définir, des accidents de sens entre des collages de mots. Et ce ne sont pas non plus complètement des collages, parce qu'après, parfois, je rajoute un peu, beaucoup. Et voilà. Et ensuite, j'essaye de construire quelque chose qui semble comme ça un petit peu léger. Mais alors, c'est léger, mais je sais pas comment j'arrive à ces phrases. Bon, mais peut-être que c'est pas si intéressant de nommer ça. J'ai eu beaucoup de mal à situer ce texte. J'avais des amis qui me disaient c'est un récit, presque. D'autres amis, parce qu'il y a beaucoup de voix, enfin il y a beaucoup de dialogues, me disaient mais il y a quelque chose de théâtral, mais enfin à ce moment-là c'est du théâtre sans dramaturgie, donc pour moi c'est pas du théâtre. Je pense quand même que c'est de la poésie. J'ai essayé d'être dans un plaisir des phrases. Un ami écrivain a écrit un texte, une postface, et qu'il appelle l'arrivée des phrases ou l'accès au langage. Comment le langage, et pour lui c'est ce qu'il y a de plus beau pour une vie d'écrivain, comment tout à coup il y a du langage qui sort. Puisque je vois certains élèves de théâtre, au fond, c'est la grande question professionnelle, la grande question intellectuelle de mon existence. C'est ce qui me plaît le plus. Moi, je jugerais mon existence professionnelle avec les livres, mais au théâtre, je cherche la même chose exacte. Alors, c'est pas de la poésie, c'est au théâtre, c'est-à-dire le surgissement de la parole. Et ce qui fait que tout à coup, une parole surgit dans un corps et que cette parole incarnée dans un corps produit une émotion. Qu'est-ce qui fait qu'une phrase, en écrivant, je veux quand même dire que ça, c'est 1 an et demi de travail presque quotidien, en l'occurrence assez décontracté parce qu'il n'y a pas j'ai pas d'interrogation intellectuelle. C'est pas comme un roman où il faut quand même embarquer avec nous le lecteur. Là, évidemment, il y a ce souci, mais je réfléchis pas du tout à est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il comprend pas. Je crois d'ailleurs, je vais vous dire qu'il n'y a pas d'autre chose à comprendre que il y a un monsieur que je connaissais pas qui a dit à Paris cette chose qui m'a touché. Il a dit c'est comme un rêve éveillé. Oui. Alors un rêve qui est parfois léger, un peu perdu comme ça,
La villa, par exemple, que je décris au début, m'évoquait la Villa Médicis, donc je ne pense pas qu'il y ait le mot villa dans Aurélia de Nerval. Puis de toute façon, je garde jamais des mots entiers, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on puisse retrouver le texte. C'est comme une façon de s'inspirer en détruisant ce qui existe déjà. Je pourrais parler encore de ça, mais je ne sais pas si c'est si intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée derrière que je pense qu'il est devenu difficile, ou que j'y crois moins qu'avant, d'écrire à partir d'une page blanche. L'écrivain, la fameuse page blanche, on a une page blanche. Je crois en réalité que la situation de la parole ou de l'écriture pour l'homme moderne, pour les hommes et les femmes qu'on est, c'est plutôt de parler avec des tas de voix qui nous parlent dans la tête. On n'arrête pas de parler au milieu des écrans, on n'arrête pas de parler au milieu des voix des autres, et donc ça me semblait moins juste de chercher pour ce texte ma propre parole intérieure de page blanche. Je fais le vide, je vais à la campagne et je cherche ce que j'ai vraiment à dire de façon romantique au monde, mais d'assumer toutes ces voix comme une radio qui serait constamment allumée et qu'on entendrait, comme c'est écrit par ordinateur. Bon, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais j'étais très fier c'est-à-dire que c'est vraiment pensé comme une espèce de jeu nerveux avec l'écran. Pas du tout comme... j'écris pas du tout « Ah, j'étais un roi mage nébuleux. Ah ouais, c'est bien. » Bon, alors après, ceux qui me connaissent bien, ils rigolent de temps en temps sur certaines phrases, puisque, évidemment, je les ai gardées, ces phrases. Je les ai choisies, je les ai développées. Et donc, bon, je suis certainement pas un roi mage. Je fais moins de cadeaux, mais je peux être nébuleux. Donc, si vous voulez, c'est aussi pour ça que tout à coup, j'ai fait, tiens, la première phrase du livre pourrait être le titre. Alors, là, c'est la partie 2. Donc, il ne se passe pas quelque chose de spécial dans la partie 2 par rapport à dans la partie 1, mais je vous ai expliqué pourquoi j'avais séparé l'écriture en deux. Rien à voir avec la situation franco-italienne contemporaine, puisque ça a été écrit il y a quelques années. Les ministres étonnaient par leur maladresse. Ils produisaient des rires de dédain et de rustres qui hurlaient de fatigue. C'était la saison des malaises. C'était la saison des malaises. La vulgarité me vexait. L'économie et la finance me vexaient. Je titubais comme un homme raide, impossible, annulé. Je ne mesurais plus les différences qu'à la force des mots. Je cédais aux perpétuelles provocations de la colère. Les hommes me vexaient, les arbres me vexaient, le mal me ruinait, je souffrais mes propres nerfs. Le monde me semblait une chose parfaitement détestable. J'avais des pensées politiques en faveur de la Révolution. Des comptables, assis comme des étoiles vaines et vaincus, glissaient les pièces jaunes dans le bol à merveille. C'était le jour des salaires. Je tendais mon gobelet lorsque la voix retentit. L'élan tombe souvent à la bataille pour le libre. « Tu n'as pas travaillé, mon cochon ? Tu crois que tu peux passer tes journées comme un Jean Foutre ?» J'avais adopté une stratégie de la disparition, je feignais l'incapacité pour avoir du temps pour les phrases. J'eus l'idée malheureuse de dire ce que je pensais. Je n'ai pas le temps de travailler. Votre idée du travail ne suffit plus. Vous peinez, vous rampez, vous piochez dans la réalité. Vous fêtez le travail en vous suicidant. Dans mon orgueil résiste un nombre considérable de lucioles. Il n'est pas de force à l'égard de laquelle je ne sois tout à fait libre. « Mais alors, que veux-tu » me dit le comptable, qui était un homme bon. « Je veux sombrer. Dans un élargissement de siècles aux proportions d'éternité, je repris mes esprits. La révolution s'accomplira pour que surgisse une dignité. Ma prière me tordait les nerfs, je veux sombrer. Mes ailes avec vous s'ennuient, flamboient et coulent. Ma langue frissonnait dans ce choix.
Je ne savais pas encore qu'il me condamnait dans les décors. Les détails perdent parfois de vue les désirs du narrateur. Je répétais ma formule comme une potion magique. Je veux sombrer. J'écoutais ce que me disait cette phrase. Elle annonçait la possibilité de vastes destins supérieurs. Le froid causait avec les nombres. Un sang étrange couchait le soleil. M'échapper dans l'horizon, voilà ce que je veux. Là où la vie s'installe, dans l'ingénuité de la prière. Écoutez, y a plein de visages qui me sont familiers ici, que j'étais très heureux de voir. Je vous remercie d'être venus et je vous invite à déambuler dans la librairie Stendhal et à boire un verre de vin. Merci beaucoup, Marie-Ève. Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. La connaissance par la lecture, c'est vraiment un instrument de liberté extraordinaire parce que c'est le premier pouvoir pour comprendre. Librairie Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.